je connaissais les Béjaouis. Certains s'étaient installés près de la partie nord de Grandval, propriété de mon père. Le hameau, entassement de maisons sans rue distincte, jonché de rebuts et d'ordures, ne m'avait pas fait grande impression. Comme s'il entendait mes pensées, mon père reprit. Parfois, il faut du temps à un peuple pour s'adapter à la civilisation. L'apprentissage peut se révéler difficile, mais en fin de compte, il en tirera grand profit. Les Gerniens ont le devoir de hisser les Béjaouis à leur niveau et de les aider à se civiliser. Ah, voilà qui me parlait. De même, mes efforts en mathématiques me permettraient un jour de devenir un meilleur soldat. Je hochai la tête et restai à côté de mon père tandis que nous approchions de l'avant-poste. Avec le temps, Coudefranier avait acquis le statut de point de rendez-vous pour les négociants gerniens qui y vendaient à prix exorbitant leurs articles à des soldats en proie au mal du pays et achetaient au marché des produits faits main par les nomades, textiles et colifichets, pour les proposer dans les cités de l'Ouest. Le contingent militaire, avec ses casernes et son quartier général, formait encore le cœur de la ville, mais c'était le commerce qui lui donnait désormais sa raison d'être. Au dehors des fortifications, une petite communauté avait vu le jour autour des quais qui bordaient le fleuve. De nombreux hommes de troupe y prenaient leur retraite et subsistaient tant bien que mal grâce aux aumônes de leurs cadets d'active. Autrefois, je suppose, le fort de Coudefranier avait représenté un poste d'importance stratégique, mais ce n'était plus désormais qu'un trou perdu le long du fleuve. On hissait encore chaque jour les pavillons avec une précision militaire et force cérémonies solennelles, mais comme me l'avait dit mon père pendant notre trajet, on considérait l'affectation dans cette garnison comme une sinécure, un travail de tout repos confié aux officiers âgés ou invalides qui souhaitaient retarder leur retour dans leur famille. Notre visite n'avait pour but que de déterminer si mon père pouvait s'assurer l'exclusivité de la vente à l'armée de peaux de mouton destinées à rembourrer la selle des chevaux. À cette époque, ma famille débutait dans l'élevage, et il désirait vérifier l'état du marché avant d'investir à l'excès dans des animaux sans cervelle. Bien qu'il détestât jouer les marchands selon ses propres termes, il devait, en tant que nouveau noble, établir les fondations financières qui soutiendraient ces domaines et leur permettraient de fructifier. Je ne veux pas transmettre à ton frère un titre sans substance quand il sera en âge de le porter. Il faut au futur seigneur Burvel de l'Est un revenu suffisant pour subvenir au train de vie d'un aristocrate. Peut-être songes-tu que cela ne te concerne pas, Jamère, puisque ta place de second fils te destine à une carrière militaire. Mais, une fois la vieillesse venue et tes jours à l'armée achevés, tu retourneras sur les terres de ton frère pour y prendre ta retraite. Tu finiras ta vie à Grandval, et les revenus de la propriété conditionneront la qualité de tes gendres. Car le fils aîné d'un noble a le devoir de subvenir aux besoins des filles de son frère soldat. Il t'incombe de le savoir. Je ne comprenais pas grand-chose alors de ce qu'il me disait. Depuis peu, il me parlait 2 fois plus que d'ordinaire et j'avais l'impression que la moitié de ses propos m'échappait. Il m'avait récemment séparé de la compagnie de mes sœurs, de leur jeu aimable, et elles me manquaient affreusement, tout comme les attentions et les cajoleries de ma mère. La rupture brutale avait eu lieu quand il avait découvert que je passais le plus clair de mes après-midi à jouer, à prendre le thé, au jardin avec Élisie et Yaril, et que j'avais même adopté une poupée pour l'apporter à l'occasion des fêtes de la maternelle. Ces passe-temps avaient alarmé mon père pour des raisons impénétrables à un esprit de 8 ans. Il avait admonesté ma mère au cours d'une discussion étouffée par les portes closes du salon et pris aussitôt la responsabilité totale de mon éducation. En attendant l'arrivée d'un précepteur qu'il avait embauché, il avait suspendu les cours que me donnait notre gouvernante à l'aide d'un manuel scolaire et m'emmenait désormais partout dans ses déplacements fastidieux pendant lesquels il discourait sans cesse sur ma vie de futur officier de la cavalerie royale. En son absence et même parfois en sa présence, le caporal Pars me chaperonnait. À la suite de ce brusque changement, je me retrouvais à la fois très seul et inquiet. Je sentais que j'avais déçu mon père, sans toutefois savoir en quoi. J'aspirais à retrouver la société de mes sœurs, mais ce désir m'inspirait aussi de la honte, car n'étais-je pas un jeune homme maintenant et n'avais-je pas entamé le chemin qui devait me conduire à devenir le fils militaire de mon père ? Il ne manquait jamais une occasion de me le rappeler, ainsi que le gros et vieux caporal. Ma mère décrivait parfois, non sans irritation, Pars comme un employé par charité. Vieillissant, bedonnant, hors d'état de servir encore dans l'armée,
Il avait frappé à la porte de mon père qu'il avait engagé comme gardien du domaine. Pour le moment, il remplaçait la gouvernante, que je partageais naguère avec mes sœurs, avec ordre de m'enseigner chaque jour les rudiments de la tenue et des convenances militaires, en attendant que mon père me trouve un instructeur plus qualifié. Je ne le tenais guère en haute estime. Nounous ici se montrait plus organisé que lui et m'imposait une discipline plus stricte. Le vieux traîne-patte, qui avait atteint l'âge de la retraite sans dépasser le rang de caporal, regardait la charge qu'on lui avait confiée comme une corvée, non comme l'occasion de modeler un jeune esprit brillant et de sculpter avec rigueur un corps en parfaite santé. Souvent, alors qu'il devait m'apprendre à monter, il passait 1 heure de ce temps à faire la sieste pendant que je m'exerçais à monter la garde comme une bonne petite sentinelle, c'est-à-dire que je restais assis dans les branches d'un arbre tandis qu'il dormait dans son ombre. Je n'en avais rien révélé à mon père, naturellement. Selon un des premiers axiomes que Pars m'avait enseigné, il commandait, j'obéissais, et un soldat ne discute pas les ordres. Mon père était bien connu à coups de franier. Au sortir du bourg, nous arrivâmes aux portes de la place forte où on le salua et le laissa entrer sans poser de questions. Nous passâmes devant l'échoppe d'un maréchal ferrant désœuvré, un entrepôt et une caserne, bâtiment que j'observais avec curiosité, puis nous tirâmes les rênes devant le poste de commandement. Pendant que je restais bouche bée devant l'imposant édifice de pierre et ses 2 étages, mon père donna ses instructions à Pars me concernant. Faites-lui visiter le poste en lui expliquant sa configuration. Montrez-lui les canons, décrivez-lui les raisons de leur emplacement et leur portée. Les fortifications présentent une disposition défensive classique. Veillez à ce qu'il comprenne les motifs de ce plan. S'il s'était retourné alors qu'il gravissait les marches, il aurait vu Pars lever les yeux au ciel. L'accablement me saisit. Le caporal n'avait manifestement nulle intention d'obéir aux ordres et on me tiendrait ensuite responsable de mes lacunes. Par 2 fois déjà, on m'avait reproché mon manque d'attention au lieu d'accuser l'enseignement défaillant de Pars. Je résolus que cela n'arriverait pas cette fois. Je lui emboîtai le pas et il m'emmena un peu plus loin dans la rue. « Voilà une caserne. C'est là que vivent les soldats, » me dit-il. « Et au bout, tu as la cantine où ils peuvent boire une bière et se détendre quand ils ne sont pas de service. » La visite du fort s'arrêta là. Construit en planches peintes en vert et blanc, le bâtiment long et bas était bordé d'une véranda sur tout son flanc. Des hommes d'armes assis sur des bancs raides profitaient de l'ombre maigre pour effectuer des travaux de raccommodage, cirer leurs chaussures, bavarder, fumer ou chiquer. Devant la cantine, la véranda offrait un refuge à une autre classe d'individus que je connaissais bien. Invalides ou trop vieux pour servir, ils arboraient un mélange varié d'uniformes militaires et d'effets civils. Une femme vêtue d'une robe orange fanée se tenait avachie à une table, une fleur amollie à l'oreille. Elle avait l'air très lasse. De tels exclus de l'armée se présentaient souvent chez nous dans l'espoir de trouver un travail et un logement. S'il les jugeait aptes à un emploi, mon père les embauchait en général, au grand désarroi de ma mère. Mais il aurait fermé la porte au nez de ceux-ci, je le sus aussitôt. Mal peignés, mal rasés, barbouillés de crasse. Ils étaient une demi-douzaine à traîner sur les bancs, à boire de la bière, à mâcher du tabac et à cracher des jets marrons sur la terre battue. Une odeur nauséabonde de jus de chic et de bière renversée imprégnait l'air. Pars jeta au passage un coup d'œil empreint d'envie par les fenêtres basses, puis interpella soudain d'un air ravi un vieil ami qu'à l'évidence il n'avait pas revu depuis des années. Je m'ennuyais poliment pendant que, par l'ouverture, ils se mettaient mutuellement au fait des derniers événements de leur vie. Le camarade de Pars, Vève, bavardait, les coudes sur l'appui-fenêtre, pendant que nous restions dans la rue. Il venait d'arriver au fort avec sa femme et ses 2 fils. L'armée l'avait remercié après une blessure au dos consécutive à une chute de cheval, et, comme nombre de ses semblables, il n'avait pas de bas de laine où puiser en cas de besoin. Ils gardaient un toit sur leur tête grâce aux travaux de couture que faisait sa femme, mais la situation restait précaire. Et Pars, que devenait-il? Il bossait pour le colonel Burvel? Je vis l'intérêt briller soudain dans les yeux de Vève qui invita aussitôt le caporal à boire une bière pour fêter leur retrouvaille. Alors que je m'apprêtais à monter les marches à sa suite, Pars m'arrêta d'un regard noir. « Tu m'attends dehors, Jamère. J'en ai pas pour longtemps. »« Vous ne devez pas me laisser seul dans la ville, caporal, » répondis-je. J'avais entendu mon père souligner ce point pendant le trajet qui nous menait au fort, et malgré mon jeune âge, je m'étonnais qu'il l'eût déjà oublié.
J'attendis qu'il me remerciât de lui rafraîchir la mémoire, ce que... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.